molto grato e lieto della vostra presenza qui, molto qualificata e importante, per un seminario molto qualificato e importante. Spiacente che proprio stasera si sia verificata una sovrapposizione di orari con la presentazione del libro di Madame Ségolène qui vicino. Ci vorrà un accordo maggiore fra le nostre istituzioni. È piacente soprattutto che questo nostro incontro avvenga dopo quel terribile attentato a Strasburgo, che forse riguarda anche non solo l'Europa ma tutti noi qui stasera. Fortunatamente la cosa sembra stata risolta, ma certamente è una ferita importante. E certamente per noi questo è un impegno a lavorare sempre di più per la maggiore conoscenza dell'Islam in Europa e dell'incontro interculturale fra i nostri paesi e i paesi dell'altra sponda del Mediterraneo. Noi siamo affratellati da questo grande mare che è stato un veicolo di civiltà, di guerre anche, ma anche di pace, di scambi culturali importantissimi fra il continente europeo e due altri continenti. Anzi, io amo spesso dire che non si può capire la complessità e l'importanza dell'Europa senza capire che è l'unico luogo al mondo dove si rispecchiano tre continenti e tre culture che hanno interagito profondamente. Noi speriamo che continuino a interagire nella pace. Vi ringrazio. Grazie. Un grand merci nous parlons français désormais, au président Antonelli pour son introduction. Un salut très chaleureux à M. Yves Tessier-Dorfeuille, chargé d'affaires de France de l'ambassade près de son siège. Un salut aussi à quelques personnes, en accueillant tout le monde, bien sûr, Monseigneur Curbelier du Dicaster pour l'éducation catholique, M. Leroy, directeur général de la Caritas Internationalis, M. Senet, journaliste correspondant du journal La Croix, et je veux remercier aussi la présence de deux conseillers, l'un de l'ambassade du Maroc, monsieur, pardonnez-moi si je ne dis pas bien votre nom, Abdelhak Yeyene, il ne doit pas être loin du résultat final, et aussi de l'ambassade d'Algérie, donc monsieur Miloud Sayad. Merci beaucoup d'être là, et à toutes les personnes qui sont venues, malgré l'énorme concurrence que nous avons eue ce soir avec une personne une personne politique, et nous allons faire aujourd'hui des considérations qui toucheront d'ailleurs à la politique. Le sujet, bien sûr, est très actuel. Le titre est ambitieux. Nous avons choisi ce titre, le statut juridique de l'islam en Europe, et nous avons mis un sous-titre pour permettre de pouvoir concentrer notre attention dans l'heure un quart dans laquelle nous allons affronter le problème. Et dans le cadre de l'orientation que nous avons prise au sein de cette fondation, nous avons eu la volonté de traiter la question de l'encadrement de l'activité des religions en référence au principe de liberté religieuse. Et c'est pourquoi nous avons pensé à prendre le cas de l'islam, qui est une nouveauté, je veux dire, à ce point, en tout cas, sur le territoire européen. Si l'on s'en tient à l'Europe occidentale, et peut-être même à l'Union européenne au moins, car il est difficile de compter le nombre de croyants, d'adhérents à une religion, il y aurait 16 millions de musulmans et dans l'Union européenne, soit un peu moins de 6 millions en France, 3,5 millions en Allemagne, 1,5 million en Grande-Bretagne et 1 million en Italie. Donc le cas de la France est assez important, vu le grand nombre de musulmans sur le territoire national. Et en plus aussi parce que la France est un pays que l'on connaît pour son régime principal, car il n'y a pas que celui-là, mais le régime principal de séparation,
qui a été introduit par la loi connue et peut-être mal connue de 1905, qui demandait, obligeait les cultes à abandonner le statut que leur avait donné le Concordat de Napoléon Bonaparte. Un statut qui reste quand même dans les 3 départements de Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, donc l'Alsace-Lorraine, dont fait partie M. Francis Messner. Francis Messner est de Strasbourg. D'ailleurs, nous avons pensé pour Strasbourg. Nous voulons manifester aussi notre solidarité pour le drame qui s'est déroulé là-bas. Francis, je le présente en quelques mots. D'abord, nous sommes les restes, les 2 restes d'un centre de recherche qui existait dans les années 70-80, qui était affilié au CNRS. Nous étions chercheurs dans une petite équipe. Et moi, j'ai continué sur une voie et toi sur une autre. Et Francis est devenu ensuite directeur de recherche au CNRS, aussi professeur à l'Université de Strasbourg. Mais surtout, ce qui nous intéresse ce soir, dans ce long curriculum vitae que je ne lirai pas, c'est chargé de mission auprès du ministre, non pas du ministère, mais du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Enseignement supérieur de 2013 à 2016 pour la formation des cadres religieux musulmans. Donc, c'est quelqu'un, Francis, qui connaît parfaitement ce dossier. Aussi, dans l'Université de Strasbourg, fondateur du master d'islamologie, dans lequel tu m'as invité une fois, et fondateur du master de droit canonique et de droit européen des religions. Écrit de nombreux ouvrages, mais sur le plus important, je l'ai porté. Donc vous voyez cet énorme ouvrage qui est, disait M. Sénès, une Bible, n'est-ce pas? Je le considère aussi comme cela, un traité de droit français des religions avec, sous la direction de Francis Messner, Jean-Marie Wörling et Pierre-Henri Préau. Je vous conseille de l'acheter si par hasard vous aviez besoin de connaître bien tout, je trouve, presque tout. Et d'autres choses, Francis a écrit La formation des cadres religieux en Europe, Histoire, statut actuel, évolution récente, et la théologie musulmane à l'université. C'est un point que nous aborderons, cette fameuse volonté du gouvernement français, qui aujourd'hui devient plus explicite, de créer une faculté de théologie musulmane au sein de l'Université de Strasbourg. Donc, pour ouvrir l'intervention du professeur Messner, voilà. Qu'est-ce que peut bien suggérer notre titre à un conférencier dans le cadre que nous avons, nous, fixé, qui sont les grands enjeux de l'encadrement législatif des religions, en particulier de l'islam, avec, et je le dis pour qu'on n'oublie pas, avec une explication que nous souhaitons entendre du conférencier, de l'annonce faite récemment par le gouvernement français, le président Macron, enfin, je ne sais pas qui l'a informé d'ailleurs, mais de faire une volonté d'amender la loi extrêmement sensible de 1905. Voilà. Ensuite, voilà. Merci, cher Patrick, pour cette présentation. Je tiens également à remercier la Fondation Trémoli pour cette invitation. J'ai oublié de vous dire une chose, c'est que nous devions avoir le professeur Franck Frégosi. Malheureusement, sa femme a été hospitalisée d'urgence à Aix-en-Provence et hier, je suis qu'il ne pouvait pas venir. Pardonnez-moi, j'avais oublié de dire ce petit point. Je remercie donc la Fondation Trémoli et son président, ainsi que tous les représentants, monsieur le chargé d'affaires, les représentants des 2 ambassades, du Maroc et d'Algérie, et toutes les personnalités ici présentes, que Patrick a déjà énumérées, et difficile de me rappeler de tous les noms et de toutes les personnalités qui sont présentes. J'ai essayé de faire une présentation succincte de la thématique de l'organisation de l'islam en Europe et plus précisément de la France.
en 3 points. Donc, en évoquant d'abord la particularité de la religion musulmane, ou du moins la particularité invoquée de la religion musulmane, puisque très souvent on entend qu'il n'est pas possible d'organiser la religion musulmane dans le cadre des États occidentaux en raison de sa spécificité, notamment religieuse, théologique. Un deuxième point, dans une deuxième partie, nous verrons quelles sont les solutions qui ont été trouvées dans un certain nombre d'États européens, et dans une troisième partie, nous aborderons le problème particulier de la France. Alors effectivement, il y a un argument qui a été très souvent avancé et qui consiste à dire l'islam, en raison de sa structuration propre, en raison des textes fondateurs de cette religion, ne peut pas être organisé comme les autres religions. Or, s'ils ont fait une étude très détaillée des textes fondateurs de la religion musulmane, il apparaît qu'il n'y a absolument aucun obstacle dans ces textes, puisque ces textes ne font pas mention ni de l'organisation de l'islam en général, ni du statut des ministres du culte en particulier, sauf les commentateurs qui par la suite vont, et cela contredit naturellement cette assertion, vont prévoir la création de toute une série de personnels, notamment des juristes, spécialistes de l'interprétation de la charia, des prédicateurs, des personnels pour l'appel à la prière. Et donc, contrairement à ce qui est avancé, nous voyons qu'il existe énormément de personnel, et un personnel très différencié. Donc, cette réalité a été également reprise d'ailleurs par les États sociologiquement musulmans, puisque dans les États à majorité musulmane, pour ne pas dire les États musulmans, nous trouvons des organisations très structurées de la religion musulmane par l'État, et non pas par les autorités religieuses elles-mêmes, ce qui peut peut-être constituer une première difficulté par rapport à l'organisation dans les pays occidentaux. Cite par exemple l'exemple de la Turquie, avec la présidence des affaires religieuses, qui dépendait du Premier ministre et maintenant du président de la République, et qui organise le culte comme un service public, d'ailleurs qui ressemble beaucoup à l'organisation des cultes en France au XIXe siècle, avec le système des cultes reconnus. Donc, et une attention toute particulière à la nomination des personnels religieux, avec des personnels qui ont différents grades, différents types de formation, avec des établissements de formation qui existent dans les universités publiques et même dans les lycées. Et donc, il apparaît très, très clairement que cette affirmation de l'impossibilité d'organiser la religion musulmane est tout d'abord contredite à la fois par les textes fondateurs de la religion musulmane et d'autre part par les pratiques en vigueur et le cadre juridique existant dans la plupart des pays musulmans ou majoritairement musulmans, comme c'est le cas également pour l'Algérie, où il existe un encadrement administratif des personnels avec probablement un héritage de l'État français, puisque on ne le sait pas beaucoup, mais c'est une réalité. Le culte musulman était un culte reconnu au XIXe siècle, mais uniquement pour les départements d'Algérie.
d'Algérie, les ministres du culte catholiques, protestants, juifs étaient rémunérés en tant que ministres du culte reconnus par l'État dans le cadre de la loi de Germinal en 10, de la Convention de Bessidor et de l'ordonnance de 1844 pour les juifs. Et plus tardivement, s'est donc mis en place un système similaire pour les ministres du culte musulman qui n'a pas été appliqué sur le territoire métropolitain, où effectivement la religion musulmane, naturellement, était très minoritaire et donc une telle organisation pour le culte musulman ne s'imposait pas sur le territoire métropolitain. Alors d'où vient cette position qui est de dire le culte musulman ne peut pas être organisé? Il vient d'une part de certains spécialistes islamologues des textes fondateurs du culte musulman qui vont étudier les textes en dehors des pratiques sociales et qui ne vont rien trouver sur l'organisation du culte et sur le statut des ministres du culte. Mais effectivement, pour les autres religions, on pourrait dire exactement la même chose, puisqu'il n'y a pas d'indication précise non plus pour l'organisation de l'Église catholique ou des églises protestantes ou des églises orthodoxes dans les textes fondateurs. Cette organisation est venue par suite, dans le cours de l'histoire, dans le cadre d'une tradition qui parfois varie d'ailleurs selon les pays en ce qui concerne certaines religions, notamment la religion juive. Donc, et par ailleurs, l'obstacle cet obstacle de la non-possibilité d'organisation du culte musulman est également repris par tous ceux qui nient au pouvoir public, dénient au pouvoir public la possibilité d'organiser un régime des cultes. Dans une vision très séparatiste de la laïcité, on considère qu'il n'existe pas et qu'il ne peut pas exister dans le cadre de la loi de 1905 et de son interprétation un régime des cultes, et que par voie de conséquence, ce régime des cultes est en quelque sorte une illusion et ne peut pas s'appliquer à l'islam et ne devrait pas l'État ne devrait pas faire d'efforts pour justement trouver des structurations de la religion, puisque la religion en France, dans cette perspective, est considérée comme une affaire privée liée uniquement aux croyances individuelles et ne constitue pas un fait collectif, et donc sont les deux positions. Nous avons vu que dans certains pays musulmans, il existe bel et bien une organisation du culte musulman. Dans beaucoup de pays européens, un essai a été fait pour organiser la religion musulmane, avec énormément de difficultés. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées par les pays occidentaux? C'est tout d'abord l'éclatement de la communauté musulmane et cet éclatement qui est très souvent lié à des États-nations avec la volonté de ces États de continuer à organiser la religion, de contribuer à l'organisation de cette religion sur le territoire étranger, mais donc effectivement, à l'instar des églises orthodoxes qui sont éclatées par tradition nationale, l'islam représente un peu le même modèle, sauf que la religion orthodoxe est ultra minoritaire, tandis que l'islam, naturellement, constitue un fait social et religieux important, et l'État va tenter d'organiser, à l'instar des autres religions, les communautés musulmanes.
Un pays, un État a opéré assez rapidement, a essayé de créer des liens avec les communautés musulmanes, c'est le Royaume de Belgique. Le Royaume de Belgique, qui, comme vous le savez, était un département français à l'occasion de la Révolution, donc le département des Ardennes, et il a conservé le système des cultes reconnus qui continue d'exister en France dans le cadre des 3 départements. Et dès 1974, le culte musulman a été reconnu par l'État avec la possibilité de dispenser un enseignement religieux dans les écoles, d'une part, et d'autre part, de rémunérer les ministres du culte et de prendre en charge les dépenses afférentes au culte dans les communautés locales. L'enseignement religieux s'est mis en place dès 1974. Il a fallu attendre les années 2000 pour que la rémunération des ministres du culte se mette en place, avec énormément de difficultés pour, et ça c'est naturellement la deuxième difficulté, mais elle est liée à l'éclatement de la communauté musulmane, avec la difficulté de mettre en place une représentation de cette religion musulmane. Donc la représentation en Belgique a été plusieurs fois contestée, il y a eu plusieurs essais. Il semblerait qu'à l'heure actuelle, elle se soit stabilisée. Et donc, en Belgique, le culte musulman est un culte reconnu, à l'instar de toute une série d'autres cultes, les catholiques, les protestants, les juifs, mais également les anglicans, les orthodoxes et l'Est dogmatiste, les athées et les incroyants qui, suite à une modification de la Constitution en 2000, et sous le nom de laïcité organisée, sont traités de la même manière que les cultes reconnus, c'est-à-dire leurs permanences sont rémunérées comme des ministres du culte, leur organisation locale est financée par les communes, et un enseignement de morale humaniste, donc une morale en quelque sorte idéologique et qui n'est pas obligatoire, hein, puisque ceux qui n'adhèrent pas à cette vision ne sont pas obligés de suivre ces cours, s'est mis en place en Belgique. Donc un premier exemple d'organisation. Je ne dirais pas d'une organisation réussie, parce qu'il a fallu énormément de temps. Également, beaucoup de tensions existent entre les musulmans flamands et les musulmans wallons. Donc j'étais une fois chargé d'une mission dans le cadre du ministère de la Justice fédéral belge. Et lors d'une réunion avec les responsables musulmans, j'ai été très étonné parce que je m'imaginais qu'il y aurait des regroupements par tendance, donc les frères, la communauté turque, le Maroc, puisqu'il y a beaucoup de Marocains, l'Algérie. Non, il y avait d'un côté de la table des wallons et de l'autre côté des musulmans flamands. Donc on a toujours, dans le domaine religieux, on finit toujours par avoir des surprises, même quand on a beaucoup d'expérience. La Belgique a quand même demandé, notamment au ministre du culte, ce qu'elle finalement, elle n'a pas demandé aux autres religions, de souscrire à une charte. Les imams sont tenus de souscrire à une charte qui leur fait obligation de respecter les valeurs communes qui sont issues de la Constitution belge. Et c'est là qu'on voit, on peut considérer qu'il existe un véritable impact sur ce qu'on pourrait appeler communément le droit des relations Église et État, ou
droit ecclésiastique. En France, on dirait plutôt le droit des religions, puisque pendant très longtemps, le modèle qui était en vigueur était un modèle catholique fondé sur un espèce de rapport de force entre une église catholique qui se considérait comme une société, à l'instar de l'État, la fameuse image de la société parfaite, et de l'autre côté l'État, et donc on négociait en quelque sorte d'égal à égal, et on ne se posait pas la question de ce que l'un devait donner à l'autre. Ici, maintenant, on est rentré avec la religion musulmane dans un système du de haute des. C'est-à-dire, effectivement, l'État va prendre en charge le financement d'un certain nombre d'activités ou d'un certain nombre de personnels, comme cela est le cas en Belgique, mais en contrepartie, on va demander à cette communauté religieuse de faire en quelque sorte un effort d'intégration pour que la société puisse vivre harmonieusement. Va retrouver cette tendance également dans la convention qui a été signée entre la ville d'État de Hambourg, en Allemagne, et les communautés musulmanes, essentiellement turques, dans la ville d'État de Hambourg. En Allemagne, le droit des cultes, ce que nous appelons le droit des cultes en France, et le diritto ecclesiastico, je pense, en Italie, n'est pas de la compétence de l'État fédéral, mais de la compétence des États fédérés. La ville de Hambourg est un État fédéré, c'est pour cette raison que c'est elle qui a conclu cet accord, comme les concordats, par ailleurs, avec une exception pour le Reichskonkordat, tous les concordats sont signés, non pas avec l'État fédéral, mais avec les États fédérés, donc les Länder. Donc là, un accord a été trouvé, alors que le culte musulman n'est pas encore organisé dans le cadre du respect des principes constitutionnels. Pourquoi? Parce que en 95% des religions en Allemagne sont des corporations de droit public représentant une religion. Une corporation de droit public a la particularité de pouvoir lever des impôts d'église qui sont collectés par l'administration fiscale si elle remplit toutes les conditions. Or, pour le culte des communautés musulmanes, toutes les conditions ne sont pas réunies. Toutes les conditions ne sont pas réunies parce que tout d'abord la représentation n'est pas parfaitement structurée, d'une part, et par ailleurs la plupart des associations ou des groupements musulmans sont ont à la fois un objectif culturel et un objectif cultuel. Et l'administration, et également le juge administratif et in fine le juge constitutionnel, considèrent que l'activité cultuelle, pour être constituée en corporation de droit public, doit être prédominante, et à partir du moment où il y a plus de culturel que de cultuel, il ne peut pas y avoir d'organisation dans le cadre de la corporation du droit public. La ville-État de Hambourg a quand même décidé de signer un accord. Cet accord crée un enseignement de religion musulmane dans le cadre des écoles publiques, et d'autre part, la ville-État va mettre en place un enseignement de pédagogie religieuse et de théologie pour former ces professeurs de religion. Par ailleurs, ils m'ont accordé toute une série de particularités, vont reconnaître toute une série de particularités au culte musulman, les jours de fête, la possibilité d'avoir leur propre cimetière, etc., la protection toute particulière des édifices du culte. Mais là également, en contrepartie, dans le préambule, il est indiqué que le culte musulman
devra respecter les valeurs constitutionnelles et avec, en détaillant la dignité humaine, l'égalité entre hommes et femmes, les différences de genre, etc., etc. Et donc, non seulement il faut respecter, les musulmans s'engagent à respecter ces principes, mais le texte va encore beaucoup plus loin. Les musulmans s'engagent avec l'État à lutter contre tout ce qui fait obstacle à ces principes. Donc, le texte va effectivement très loin. Alors, je cite un troisième. Alors, le temps passe vite. Je ne sais pas si ça tient à ton horloge ou si c'est la réalité. Mais, Elle est atomique. Elle est atomique, il n'y a rien. Donc, un troisième exemple qui est celui de l'Autriche. La loi autrichienne sur l'islam, je ne vais pas détailler, a exactement la même démarche. Donc, les musulmans peuvent maintenant... Alors, en Autriche, on va faire la distinction entre les alévis et les musulmans sunnites qui vont être organisés séparément. Et donc là également, donc on va accorder un certain nombre d'avantages, les jours fériés, les cimetières, etc. Mais également la création d'une faculté de théologie musulmane dans le cadre de l'Université de Vienne. L'Université de Vienne qui a déjà une faculté de théologie protestante, une faculté de théologie catholique, a maintenant également une faculté de théologie musulmane avec deux enseignements, deux spécialités, dirons-nous en France. D'une part, une consacrée à la théologie alévi et l'autre à la théologie sunnite, mais en contrepartie, là également, on va demander le respect des valeurs communes et notamment, on va demander au culte musulman de renoncer à une proclamation de la supériorité de la loi divine sur la loi de l'État. C'est pas une fonction de minimalisation, mais c'est simplement montrer que c'est pas du même domaine et que c'est pas comparable. Et par ailleurs, ça c'est une spécialité, une particularité autrichienne, les groupements musulmans organisés dans le cadre de la corporation de droit public ne pourront plus recevoir de financement des pays étrangers. Alors le raisonnement, c'est que la corporation de droit public, pour exister dans la durée, doit avoir son propre financement. Si effectivement elle reçoit un financement massif de l'extérieur, elle pourra être fragilisée dans la durée lorsque ce financement cessera. Donc, mais en réalité, c'est surtout pour mettre fin à l'envoi des ministres du culte musulman fonctionnaires qui, pour la majorité, en Autriche, viennent de Turquie. Donc, vous voyez que les efforts d'organisation existent en Europe et que parfois ils sont couronnés de succès. Également au Luxembourg, je sais pas, on n'a plus assez de temps, donc on va parler de la France, effectivement. Et donc, alors en France, nous sommes sous le régime de la laïcité, je ne vais pas vous rappeler ça, une séparation de l'Église et de l'État, les pouvoirs publics doivent rester neutres par rapport aux religieux, et donc en principe, les pouvoirs publics n'interviennent pas directement dans l'organisation des activités et dans l'organisation des institutions religieuses. Les pouvoirs publics, quand même, vont essayer de faciliter, faire en sorte que les responsables des communautés musulmanes
puissent trouver une issue quant à leur organisation. Donc il y a eu beaucoup d'épisodes avec les différents ministres, M. Jox, M. Chevènement, ensuite, qui a fait énormément, ça a presque abouti, et le dossier a été repris par M. Sarkozy, et c'est avec M. Sarkozy qu'a été créé le Conseil français du culte musulman, qui est une fédération de communautés musulmanes, avec des conseils régionaux du culte musulman. Le seul problème, c'est que pour des raisons de confort à l'époque, et pour donner également la possibilité aux maires, aux différentes collectivités territoriales et aux services centraux de financer un certain nombre d'activités non cultuelles, on a préféré retenir dans les statuts du CFCM, Conseil français du culte musulman et conseils régionaux du culte musulman, une organisation dans le cadre de la loi de juin 1901, donc dans le cadre du droit commun et non pas dans le cadre de la loi de 1905. La loi de 1905 prévoit dans son titre 4, je crois, la possibilité pour les communautés religieuses de s'organiser en association cultuelle avec une variante pour l'Église catholique, mais qui n'est pas, à mon sens, une variante de fond, qui est l'association diocésaine. Pour le culte musulman, dans un premier temps, on va avoir une organisation dans le cadre du droit commun et non pas dans le cadre du régime des cultes, parce que ce régime des cultes, contrairement aux critiques qui lui sont infligées, existe bel et bien en France et donc il est organisé dans le cadre du droit commun nous avons vu pour des raisons financières, mais également pour ménager les spécificités de la religion musulmane et notamment pour préserver les fédérations. Les fédérations qui représentent les courants musulmans, mais aussi les différents pays, États musulmans de différents pays, ont voulu conserver la mainmise en quelque sorte sur tout ce qui concerne le cultuel et le religieux et le théologique. Et donc le Conseil français du culte musulman et les conseils régionaux du culte musulman sont essentiellement destinés à la gestion de l'administratif et non pas du cultuel. Donc cette situation naturellement est relativement fragile parce que pour deux raisons. D'une part, il y a toute une symbolique qui fait que le culte musulman n'est pas intégré dans le régime des cultes comme les autres religions, d'une part, et d'autre part, le culte musulman, organisé dans la 1901, ne bénéficie pas des avantages de la 1905. Vous savez qu'en France, la religion n'est pas d'utilité publique et ne peut pas être d'utilité publique, contrairement à d'autres pays. Par exemple, en Allemagne, une religion, c'est un gemeinnütziger Verein, dans tous les cas de figure, donc une association d'intérêt général. Par contre, les mêmes avantages sont accordés aux associations cultuelles qu'aux associations d'utilité publique, et notamment en termes d'exonération fiscale sur les dons et legs, sur l'impôt foncier, la taxe d'habitation, TVA à taux réduit, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc effectivement, ce qui amène en quelque sorte une forme de marginalisation de la religion musulmane, des communautés musulmanes, qui est souvent accentuée par le manque de savoir-faire d'un certain nombre de responsables musulmans. Il y a une première
un essai de solution qui avait été dégagé avec la création d'une fédération, d'une fondation des œuvres de l'islam, la fondation des œuvres de l'islam est à la fois une fondation à but cultuel et à but culturel, ce qui est assez bizarre, mais le Conseil d'État l'avait accepté à l'époque, puisque toutes les fondations sont d'utilité publique, et donc il ne devrait pas y avoir un objectif culturel, et donc cette fondation d'ailleurs n'a jamais fonctionné correctement, et a été remplacée assez récemment par une fondation de l'islam de France, dont l'objectif est exclusivement culturel. Donc il existe maintenant une organisation pour l'islam culturel, à l'instar par exemple du TRIF pour la communauté juive, mais il n'existe pas encore un système parfait d'organisation culturelle. Alors, quelles ont été les initiatives qui ont été prises par les pouvoirs publics, et notamment sous l'égide du ministère de l'Intérieur? Tout d'abord, la création de cette nouvelle fondation, et une attention particulière a été portée à la formation des ministres du culte musulman, mais suite aux difficultés rencontrées par tout ce qui concerne la formation religieuse et la formation théologique, il a été privilégié une formation civile et civique, qui est maintenant obligatoire pour tous les aumôniers des milieux clos, ce qui a d'ailleurs suscité une levée de bouclier de la part de la conférence épiscopale de France, et par ailleurs également, mais dans une moindre mesure, des responsables de l'Église unie protestante de France, puisque les aumôniers catholiques, protestants, juifs, témoins de Jéhovah, puisqu'il en existe qui sont rémunérés, vont devoir passer sous les mêmes fourches codines en la matière que les aumôniers musulmans. Il reste encore un autre dossier qui reste à parfaire, c'est donc la création d'une association cultuelle nationale. Donc, et les communautés musulmanes sont en train de travailler à la création de cette association cultuelle qui pourrait, avec un financement qui resterait à déterminer, qui pourrait financer l'ensemble des besoins, et notamment la formation des ministres du culte musulman sur l'ensemble du territoire français. Donc, je pense que la réflexion est bien engagée, il est possible qu'elle aboutisse. Et par ailleurs, la formation donc, des cadres religieux, comment mettre en place un système de formation pour les cadres religieux. Donc il existe plusieurs hypothèses. Il y a une première hypothèse qui a été soulevée déjà il y a 30 ans, 40 ans, qui est celle de la création d'une faculté de théologie musulmane dans le cadre de l'université de Strasbourg, ce qui paraît à l'heure actuelle, avec la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel, relativement improbable, et par ailleurs peut-être la création d'enseignements spécifiques de sciences humaines et sociales de l'islam, qui pourraient être connectés ou mis à disposition des facultés libres de théologie musulmane. Il en existe actuellement 3 en France. Donc voilà les différents éléments de la réflexion tels qu'ils existent sur le territoire
français. J'ai largement dépassé le temps imparti, les 25 minutes. Je m'excuse d'avoir été aussi long et je vous remercie pour votre attention. Aussi parce que dans chaque pays, il faudrait prendre chaque pays l'un après l'autre pour entrer dans les détails du statut juridique de l'islam. C'est très lié en fait à la tradition de chacun des pays. Si on revient au problème de la France, qui est quand même un des endroits où il y a le plus de musulmans et un des endroits où il y a une tradition extrêmement forte de laïcité. Qui est une tradition forte de laïcité, mais en même temps, on a vu d'ailleurs, tu as fait allusion au département, justement, à l'époque, quand la loi de 1905 a été faite, elle n'a pas méconnu les distinctions entre, non pas les religions, mais entre les territoires. Hein. Alors, je pose une question, puis après, on donnera la parole à ça, mais en Alsace-Lorraine, il existe encore le concordat, et donc un statut concordataire, je veux dire. Et donc, pour les autres cultes, c'est pas concordataire, mais ils ont le système du 19e siècle. Donc, il y a 4 cultes reconnus, l'Église catholique, les luthériens, les calvinistes et le judaïsme. Et alors, comment ça se passe pour les musulmans? Parce que là, on pourrait parler d'un traitement inégalitaire en Alsace-Lorraine. Si nous allons dans ce que les Alsaciens appellent la France de l'intérieur, c'est assez péjoratif, mais après les Vosges, une fois qu'on a passé Saverne, les Vosges, on est la France de l'intérieur. Donc on est habitué à traiter le problème de manière très égalitaire aussi, avec des grandes spécificités. Mais comment ça se passe quel est le statut, par exemple, des imams et des mosquées à Strasbourg? Il y a une très grande mosquée d'ailleurs. Le statut des cultes non reconnus ou des cultes non statutaires est particulier dans les 3 départements. Il ne relève pas du droit général. Pourquoi est-ce qu'il ne relève pas du droit général? Parce que la loi de 1901 n'a pas été introduite dans les 3 départements. Donc ils sont organisés dans le cadre des associations inscrites, qui à l'époque, qui fait partie du droit local, mais qui à l'époque était le BGB allemand, le Bürgerliches Gesetzbuch. La loi de 1905 n'a pas été introduite, donc il existe pour les collectivités territoriales quand effectivement c'est une activité d'intérêt général de financer le cultuel, contrairement à ce qui se passe sur le reste de la France. Et donc actuellement, les associations inscrites à but exclusivement cultuel sont équiparées aux associations cultuelles et donc ont la grande capacité. Ils peuvent posséder en dehors de leur objectif, donc ce qui est un avantage et ce qui probablement va être modifié également dans le cadre de la loi de 1905, tel que cela a été annoncé. Et par ailleurs, le culte musulman, notamment pour tout ce qui concerne la construction et l'entretien des édifices du culte, est traité de la même manière que les autres cultes. Par exemple, la ville de Strasbourg a une ligne budgétaire et cette ligne budgétaire est répartie entre les différentes religions. Et donc ils ne font pas de distinction avec d'ailleurs les bouddhistes et les musulmans également. Mais mon impression dans tout cela, c'est que pour la France au moins, on a cette distinction extrêmement complexe entre le culturel et le cultuel. D'ailleurs, quand j'étais directeur de l'année canonique et qu'on revoyait les textes, il fallait faire très attention parce qu'à l'époque, on ne donnait pas on n'envoyait pas les textes par ordinateur, on les faisait taper par les imprimeurs, et il fallait relire toujours culturel, parce que culturel était si peu connu que les personnes qui tapaient n'étaient culturelles. Il semble quand même que
une des racines, on va dire, de la laïcité française, si on la prend bien avant 1905, pardon, bien avant 1905, si on l'approche d'une manière culturelle, c'est tout de même la distinction entre le culturel et le cultuel qui est fondamentale. Le cultuel appartient aux gens qui appartiennent à la religion. Le culturel, c'est public. C'est du domaine public et relève de l'État. Ah, si, moi je pense que je le vois comme ça parce que ensuite les querelles sur la morale, par exemple, enseignées par l'Église catholique dans les écoles publiques, on lui retirera, où elle enseigne une morale qui finalement est contestée. Moi je pense que c'est un des points assez fondamentaux du problème de l'islam en France, c'est dans la mesure où la religion musulmane n'apparaît pas seulement comme du cultuel, mais très, très, comment dire, mélangé du culturel. Et d'une certaine manière, quand on organise, et c'est une bonne chose, hein, je veux dire, c'est une constatation que je fais, quand on organise la religion musulmane, on a l'impression de ne pas organiser seulement du cultuel, mais d'organiser aussi du culturel. Et se pose le problème du rapport à la culture du pays, n'est-ce pas, en particulier de la France. Et je ne sais pas comment tu sens cette chose, parce que c'est une distinction forte au XVIIIe siècle, culturel, qui sont faits. Je pense qu'il faut se référer au texte fondateur, il faut se référer au droit également. Quand tu prends le droit canonique, le droit canonique, c'est essentiellement l'organisation de la société ecclésiale. Le droit musulman, c'est très différent, le droit hébraïque également, c'est une organisation de tous les moments de la vie. C'est tout ce que tu fais tout au long de la journée qui va relever du droit. Donc, je pense que ce que toi tu appelles la distinction entre culturel et cultuel réside là-dedans. C'est une religion qui est englobante d'une part, et une religion qui arrive à faire la distinction entre certains éléments de la vie quotidienne, ou alors ça relève de la morale, mais ça ne relève pas du droit. Et donc, effectivement, je pense que le fond du problème est là, c'est de trouver un équilibre entre l'exercice, l'expression religieuse de l'islam et du judaïsme dans des sociétés qui sont quand même profondément sécularisées. Là qu'il existe un problème, c'est l'histoire du voile, c'est l'histoire des affaires de ce genre-là, et là effectivement il n'y a pas de solution toute faite, sauf une adaptation au cadre juridique et à la vie en société comme elle existe, et comme on a des exemples où cela fonctionne, notamment dans les pays européens, où les communautés musulmanes ne sont pas en tension avec la société et acceptent. Il y a des interprétations des savants musulmans qui font bien la distinction entre terre d'islam, pas terre d'islam, etc., etc. Donc des solutions peuvent toujours être trouvées. Alors, maintenant, nous donnons la parole à qui la prend, la veut, ne la gardera pas. Rien? Rien. Voilà. Là-bas. Merci pour tout ce que vous nous avez dit. Nous avons un 100e département, les Comores, où la population est majoritairement musulmane et où s'applique la charia. Et je voudrais savoir si vous avez des éléments pour nous dire comment l'État français a pris le problème, parce que ça a duré quand même un petit moment avant d'arriver à ce résultat, et si ce résultat peut être un laboratoire aussi de ce qui peut se faire plus tard sur le territoire métropolitain. À mon sens, c'est pas un laboratoire dans la mesure où
Les cadis, dans leur forme actuelle, ont été supprimés lors de la départementalisation, puisque quand les Comores, Mayotte est devenu un département français, ce qui n'était pas auparavant, c'était un territoire d'outre-mer. C'était suite à une votation populaire, comme diraient les Suisses, qui ont accepté la disparition effectivement de l'application de ces textes de droit musulman du XVIe siècle, qui n'avaient d'ailleurs jamais bougé, et qui, d'une certaine manière, étaient du droit français, pour accepter en contrepartie de la départementalisation. Donc si je vais être très brutal, je dirais que c'était l'abandon de la charia au profit du RSA, puisque c'était ça l'enjeu de l'affaire fondamentale. Donc on ne peut pas dire que c'est que ça pourrait être un modèle, ça n'a jamais été un modèle, et le gouvernement français s'est dépêché qu'il a pu effectivement de le modifier. D'ailleurs, il faut quand même, ça fait suite aussi à la question de Patrick, rappeler la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2011, qui est la jurisprudence Somodia, qui s'applique sur l'ensemble du territoire français, mais qui concernait uniquement les 3 départements de l'Est, par rapport à je ne vais pas rentrer là-dedans, une affaire d'assurance. Et le Conseil constitutionnel, par rapport aux droits locaux en général, donc l'Alsace, les territoires d'outre-mer avec le décret-loi Mandel de 1939, la Guyane avec l'ordonnance royale de 1828, pour ce qui reste de Mayotte, le Conseil constitutionnel a dit, certes, ce sont des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, donc on ne peut pas leur opposer, on ne peut pas leur dire qu'ils ne sont pas constitutionnels, mais ces dispositions peuvent être supprimées, mais elles ne peuvent pas être modifiées en tant qu'elles créeraient une différence avec le reste du territoire français. Donc, en réalité, le droit local, les droits locaux sont prisonniers. C'est une espèce de relique historique qu'on ne peut plus faire bouger. Donc, quelque chose qui est effectivement réduit à l'état d'un résidu historique est condamné à mourir. Et donc là se pose la question de la reconnaissance du culte musulman, parce que je pense que c'est à ça que tu réfléchissais, ce n'est plus possible, puisqu'on ne peut plus modifier, puisque effectivement, et de toute façon, l'administration, dans son interprétation de la décision Somodia, considère que l'islam n'était pas dans le droit local avant la Constitution de 1946, donc seules les religions qui étaient dans les textes avant la Constitution de 1946 en tant que culte reconnu ont la qualité de principe fondamental reconnu par les lois de la République. La question est tranchée en ce qui concerne Mayotte, Guyane, les 3 départements de l'Est. Justement, est-ce que, par exemple, dans la perspective d'une faculté de théologie musulmane, cette jurisprudence empêche une telle création, ou bien est-ce qu'on peut estimer que la création d'une faculté n'entre pas dans le cadre du droit local? Quel est l'état du droit là-dessus? Les deux, il existe dans les 3 départements 3 institutions de théologie, 2 facultés de théologie à Strasbourg, donc qui sont des UFR,
et un département de théologie au sein de l'Université de Lorraine. Pour ce qui concerne la théologie catholique, le statut au regard des relations avec l'autorité catholique est régi par une convention qui avait été passée avec le Deuxième Reich allemand, qui date de 1902, et et 1974 pour Metz relève de la même logique, et qui donne à l'évêque la possibilité d'intervenir dans la nomination des enseignants, notamment pour des raisons, pour faire bref, de foi et de mœurs. Donc si effectivement le candidat choisi ne répond pas aux critères de foi et de morale catholique, il peut être récusé par l'évêque, et l'administration rectorale ne procède à aucune nomination à partir du moment où effectivement un avis négatif est prononcé de la part de l'autorité religieuse, qui en l'espèce est l'évêque, qui ensuite va demander le nihilobstat au Saint-Siège. Il existe aussi une possibilité de révocation des ministres du culte. Cette possibilité de révocation est très difficile à mettre en œuvre puisque les conventions n'ont jamais été publiées. La convention de 1902 a été publiée dans le Bezirksblatt après le Deuxième Reich allemand. Elle a fait l'objet d'un échange de lettres, en 1900, dans les années 20, en 1923, je crois. Et cet échange de lettres, qui est un accord sous forme simplifiée, n'a jamais été publié. Donc, l'accord existe bien, il lie les deux parties, mais il n'est pas opposable à un tiers. Et différent est encore le statut de la faculté de théologie protestante. La faculté de théologie protestante, suite à la loi Faure de 1968 et aux modifications de la loi de Germinal en 2007, n'a plus de lien institutionnel avec l'église l'UEPAL, donc l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Les relations entre la faculté de théologie protestante et l'église reposent uniquement sur des liens de courtoisie, des pratiques de courtoisie. L'église intervient notamment dans la structuration du master de théologie pratique qui est destiné à former les futurs pasteurs. Mais on est là dans une tradition protestante qui existe par ailleurs. Par exemple, au Danemark, en Suède, il n'y a pas d'intervention de l'Église, alors qu'en Allemagne, effectivement, les églises protestantes territoriales rendent un avis lors de la nomination d'un enseignant, d'un professeur. Tout cela pour dire qu'il existerait peut-être la possibilité de créer une faculté de théologie musulmane non confessionnelle, mais dans ce cas-là, il faudrait créer une section du CNU de théologie musulmane. Donc il faudrait que les présidents des 80 CNU soient d'accord pour créer ou rendent un avis par rapport à la création d'un tel CNU. Cet avis ne lie pas l'administration, le Conseil national des universités, donc par discipline. Le numéro 1, c'est le droit privé, le numéro 2, c'est le droit public, le numéro 3, c'est l'histoire du droit, le 76, c'est la théologie catholique, et 77, la théologie protestante. La création, le passage en force de la création d'un nouveau CNU existait récemment, puisque sur la proposition de M. Bauer a été créé un CNU de criminologie, mais qui n'a pas duré très longtemps. Et donc, dès qu'il y a eu un changement de régime, ce CNU a disparu.
Donc on pourrait éventuellement imaginer la création d'un CNU de droit général de théologie musulmane, alors que les CNU de théologie catholique et de théologie protestante, en réalité, sont des commissions spéciales consultatives qui relèvent du droit local, donc ça complexifie encore beaucoup plus le système, et qui ne fonctionnent pas comme les autres CNU, puisqu'ils sont présidés par le ministre de l'enseignement supérieur, qui délègue au recteur, et non pas par un président élu. Voilà, donc c'est relativement compliqué. Et alors, en France, ici avait dit ça, en France on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc on peut toujours effectivement faire un effort d'imagination. Je pense que il faudrait que ce soit porté par une personnalité politique tout à fait exceptionnelle qui fasse passer l'idée, sinon c'est condamné d'avance. Alors que dans un propos des facultés, il y a 2 mois, le colloque. Oui. Ouais. 2 mois, Francis Messner a organisé à Strasbourg justement un colloque dans lequel on a demandé d'intervenir sur le statut de la théologie. C'était très bien d'ailleurs. C'était très bien. Merci, il a attendu 2 mois pour me le dire. Donc, ce qui m'avait frappé, c'est donc il y a eu, c'était sur les 3 pays, Allemagne, Suisse et France. Donc l'enseignement de la théologie dans l'université publique. Donc le statut des facultés. Donc le problème de la théologie musulmane est venu. Et il y a eu une grande table ronde qui a été faite avec des représentants du culte musulman, le ministère de l'Intérieur, et des politiques français, régionaux et la ville de Strasbourg. Or, il m'a semblé dans cette table ronde qu'il y avait une espèce de consensus qui n'existait pas autrefois, hein, quand le recteur, le président plutôt, Trockner, avait fait faire un rapport en vue de créer une faculté de théologie. Il avait trouvé une opposition en fait, forte hein, dans l'université. Donc moi j'avais été frappé de voir un peu l'évolution des esprits vers le besoin d'une faculté de théologie. Alors, quant au motif, il y avait d'une part, pour donner une espèce de statut un peu à la religion musulmane, il y a une pensée, il y a un patrimoine, à l'image de ce qu'on trouve dans les facultés de théologie protestantes, mais aussi pour avoir quelque chose de français. C'est-à-dire, ce point était assez essentiel, pour dire l'enseignement dans la religion musulmane ne peut pas être fait sur le territoire français alors que les enseignants ont été formés ailleurs, dans des facultés, alors on pense à ça, on pense à Caroline, on pense à des... Donc, il y a un enseignant, les enseignants, donc, qui sont en fait ceux qui transmettent le savoir, viennent sur le territoire et viennent d'ailleurs. Donc c'était une sorte de, encore on pourrait presque dire, territorialisation ou nationalisation. Parce que peut-être c'est un terme extrêmement complexe. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que comme tu as suivi le dossier, est-ce qu'il y a une évolution sur ce point Oui. Non, c'est incontestable. Actuellement, tout le monde se prononce en faveur d'une faculté de théologie musulmane en France. Donc, mais ça ne date pas hier. Par exemple, M. Barouin, qu'on ne peut pas taxer de cléricalisme outrancier, était déjà pour la création d'une faculté de théologie musulmane. On retrouve la même idée dans le rapport Stasi, la même idée dans le rapport Machenon. Donc, c'est en train effectivement de prendre corps. Après, effectivement, quand M. Barouin dit qu'il faut une faculté de théologie, il a sa définition de la théologie. Pour lui, la théologie, c'est, pour faire bref, des sciences humaines et sociales de la religion musulmane. C'est comme ça qu'il faut interpréter cette proposition. Et donc, pour créer une faculté de théologie,
il faut naturellement l'accord de l'université, mais il faut également l'accord des communautés musulmanes. Parce que créer une faculté de théologie qui pourrait avoir un certain impact dans le cadre de la formation des imams, de la formation des professeurs de religion, sans avoir l'accord des communautés, c'est tout simplement dépenser son argent pour rien, puisque ça n'aura aucune conséquence et aucune efficacité. Donc il faut trouver une espèce d'équilibre entre les différentes attentes. Alors ce qui est possible de faire, je pense que de toute façon, en France, comme dans tous les pays européens, et comme cela ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a un principe qu'il faut respecter, c'est l'autonomie des cultes. On va demander aux cultes d'adopter une théologie d'État, je sais bien que ça existait par le passé, ou de les forcer à former de telle manière ou de telle manière les ministres de culte. Ce principe est un principe qui a valeur constitutionnelle, qui est inscrit d'ailleurs dans la loi de 1905, c'est l'article 4 qui garantit la liberté d'organisation des cultes. Je rappelle quand même que la liberté d'organisation des cultes est une excroissance en quelque sorte de la liberté d'exercice du culte, de la liberté de religion en général. Donc ce principe doit être respecté et tout le reste doit se faire par le biais de la négociation avec les responsables des communautés, en sachant que l'idée, pour revenir à Étienne Trocmé, qui avait produit ce rapport en 1996, Étienne Trocmé était doyen de la faculté de théologie protestante. Il était aussi par 2 fois président d'une des universités de Strasbourg avant la fusion des deux en 2009, l'université des sciences humaines, et donc, qui est devenue l'université Marc-Bloch. L'idée de Trocmé, c'est de mettre à disposition de la société en général, des musulmans en particulier, une faculté qui finalement dégage un modèle, c'est-à-dire c'est le modèle universitaire de la théologie. Voilà de quelle manière on fait la théologie au sein de l'université. Alors là, c'est l'université publique, mais en réalité, par exemple en Belgique, il n'y a pas de différence entre une université publique et une université privée. En France, cette distinction est un peu plus tranchée. En tout cas, c'était l'idée de Trocmé, c'était pas de créer un séminaire de formation des imams, mais de mettre en place un modèle de travail théologique au sein de l'université publique. Une dernière question. Eh bien, écoutez, on a ouvert le dossier, n'est-ce pas? On ne referme pas. Il est complexe, bien évidemment, mais on retient de cette intervention que les choses se font de manière très diversifiée dans tous les pays. Le cas de la France, bien entendu, est très particulier, comme on l'a dit. Ça nous donne des clés pour comprendre ce que nous lirons dans les journaux bientôt, puisqu'il semblerait qu'on s'achemine vers un amendement de la loi de 1905 et qui touchera, bien entendu, qui sera certainement très favorable à l'organisation du culte musulman et dont les autres cultes ont déjà dénoncé le caractère défavorable, parce que il paraît distinct maintenant qu'une application un peu stricte de la loi 1905 pourrait avoir des conséquences sur des éléments acquis au cours de la tradition française qui a été extrêmement appliquée par le Conseil d'État, de trouver des solutions concrètes aux problèmes qui se posaient. En tout cas, merci Francis. Nous regrettons bien sûr
que nous regrettons, non pas parce que nous simplement nous pensons à Franck Frégosi, qui a bien présenté ses excuses à cause de cet événement familial qui l'a empêché de venir. Donc merci Francis d'être venu de Strasbourg pour cette conférence. Et comme nous le disons à tous nos conférenciers, vous êtes ici chez vous. Quand vous reviendrez, vous serez invités. Voilà. Merci beaucoup pour votre